Dans le nord du Maroc pousse une plante qui a mauvaise réputation car elle sert à faire du hashish. Cannabis sativa, le chanvre. Ces microscopiques gouttes de résine contiennent des principes actifs médicinaux et redonnent de l'espoir à l'économie de toute une région. Après avoir été interdite, mais néanmoins tolérée durant des décennies, la culture du cannabis a été légalisée par le Maroc à des fins thérapeutiques. Depuis le jour de ma naissance, je suis entouré de cannabis. J'ai bientôt 70 ans et j'ai travaillé avec toute ma vie. Les récoltes s'amenuisent d'année en année. J'espère que la légalisation va améliorer les choses et qu'elle aidera les petits paysans comme nous. Nous avons reconstitué cette scène dans les montagnes du Rif. Un producteur de cannabis et un client sont en train de se mettre d'accord. Si tu vends ça en Europe, je te garantis que tu reviendras. Je prends tout ce que tu as. Rien à voir avec la merde qu'on nous vend ces dernières années. Non? Quand tu le fumes, ça ne te rend pas parano. Tiens, goûte un peu. Un petit bout suffit. C'est la beldia la plus pure. La plus pure? Toutes les feuilles et les tiges ont été tamisées. Tu sais que ça fait grimper le prix. Affaire conclue. 18 dirhams? Que Dieu soit avec toi. À l'amitié. Bonne chance avec ça. C'est gagnant-gagnant. Cette négociation a été reconstituée afin de ne mettre personne en danger. Fin août, dans les montagnes du Rif, le chanvre est mûr pour la récolte. Depuis 2021, la culture de cannabis, autrefois interdite, est légalisée à des fins pharmaceutiques. Cependant, le programme de légalisation du gouvernement rencontre des difficultés. Seuls 3000 producteurs de cannabis, une très faible proportion, y ont adhéré. C'est bien moins qu'attendu. Malgré notre autorisation de tournage, nous sommes suivis en permanence. Certains semblent craindre que notre reportage menace leurs affaires. Le Maroc peine à se faire une place sur le marché international du cannabis légal, malgré les énormes enjeux économiques. Les journalistes qui tentent de comprendre pourquoi ne sont pas toujours les bienvenus. Issagen est le chef-lieu de la région et la plaque tournante du trafic de hashish.
Dans la ville, les inégalités sociales sont très fortes. Beaucoup de personnes sont pauvres, tandis que quelques intermédiaires et grands agriculteurs gagnent énormément d'argent. Parmi eux, on compte aussi des représentants des autorités qui touchent des dessous de table pour fermer les yeux. La légalisation mettrait fin à tout cela. La ferme des Adebib fait partie de ces grandes exploitations. La famille a le bras long, possède de vastes terres abondamment irriguées et dispose d'un personnel qualifié, des conditions idéales pour faire fortune dans le trafic de drogue. Le propriétaire n'y séjourne pratiquement plus et gère presque toutes ses affaires depuis sa villa à Tanger. C'est le contremaître Abdelrahman qui est responsable de la récolte, réalisée de manière progressive. Il est important de l'effectuer au bon moment afin que les délicates molécules du principe actif ne se dégradent pas sous l'effet du soleil. Âgé de 28 ans, l'ingénieur agronome Anes Khaldoun est autorisé à collecter des données pour sa thèse sur le cannabis. En contrepartie, il fait bénéficier l'exploitation de ses connaissances en biotechnologie pour optimiser la récolte. Le cannabis contient plus d'une centaine de cannabinoïdes. Le plus connu, le THC, a des effets psychotropes. Les minuscules perles de résine sur les fleurs peuvent déclencher de l'euphorie, mais aussi de l'agitation, de l'angoisse et de la désorientation. À l'inverse, le CBD a des effets tranquillisants, relaxants et anti-inflammatoires sans enivrer. Son potentiel thérapeutique est vaste, mais la recherche dans ce domaine n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il faut couper les pieds mûrs un par un. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un travail fastidieux, étant donné la superficie des champs. Ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre, ce qui revient cher aux agriculteurs. La plupart des habitants sont pauvres. C'est une région défavorisée qui a longtemps été négligée par le gouvernement. Peut-être que la législation sera bénéfique. C'est une bonne idée. Mais il faut l'adapter à la région. Ces agriculteurs ont besoin de leur argent tout de suite. Il n'y a guère que dans la zone protégée du Tidirine qu'on ne trouve pas de champs de cannabis. Toute tentative de défrichement y est passible de lourdes amendes. Les exploitants qui ont opté pour la légalisation doivent se regrouper en coopératives agréées. Pour les besoins du tournage, on nous en présente une particulièrement exemplaire. Les agriculteurs livrent leur récolte à la coopérative dont le gérant, Younis Shoaoun, stocke le cannabis en attendant de le vendre à des entreprises marocaines en charge de son exportation. On enlève les petites feuilles qui ne contiennent pas de principe actif. Elles empêchent la plante de sécher rapidement parce qu'elles bloquent la circulation de l'air. Elle est de belle taille parce qu'elle a été bien irriguée. La Beldia est aussi robuste, non? Oui, très robuste. Je l'ai arrosée 5 ou 6 fois. Toute la chaîne de production, des semences à l'exportation, est soumise à une réglementation stricte. Faisal El Hamid est le représentant de l'autorité chargée des contrôles. Je peux consulter votre livre de compte? On y consigne la quantité de cannabis livrée par chaque producteur. Ça part au stockage?
Ici, on entrepose environ 700 kilos de cannabis issus de 11 exploitations. En tout, le Maroc compte 200 coopératives de ce type. Le pays s'efforce de répondre aux exigences de l'industrie pharmaceutique européenne, notamment en matière d'hygiène et d'absence de polluants dans les champs. Les agriculteurs nous fournissent un croquis et les données topographiques de leurs champs, que nous entrons dans notre système. Je ne m'y connais pas encore très bien, mais je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Là, par exemple, j'ai les données de Porcadi, un agriculteur qui a un terrain ici. J'utilise le GPS pour comparer avec les données dans ma tablette. La rigueur de la réglementation et des contrôles dissuade de nombreux agriculteurs de légaliser leur production. D'autant que la méfiance de ces derniers envers l'État est profondément ancrée. Ils subissent depuis trop longtemps décisions arbitraires et corruption. La police s'enrichit indûment du commerce illégal. Avec le crime organisé, elle s'oppose d'ailleurs vivement à la légalisation. La famille El Morabit est divisée sur la question de la légalisation. Mohamed le père vient d'adhérer à la coopérative. Avant, il vendait son cannabis au marché noir au risque de se faire attraper. À une époque, on vivait tous dans la peur et on travaillait en secret. Maintenant, vous vivez en paix et vous n'avez plus besoin de vous cacher. Que vaut-il mieux? Être constamment suivi et surveillé? Subir en permanence des pressions? Ou bien vivre en toute tranquillité? Son fils Nabil est sceptique. Il y a trop d'inconvénients. Pour l'instant, la loi reste lettre morte. Il faut l'appliquer pleinement. Les agriculteurs travaillent dur et ont le droit d'être protégés. Ils ont beau avoir livré leur récolte à la coopérative, ils attendent toujours leur argent. Dans la province voisine de Taounat, ils sont même descendus dans la rue pour protester. Ils ont vendu leur production à la coopérative et n'ont eu qu'un reçu en retour. Ils attendent depuis des semaines et n'arrivent plus à joindre les deux bouts. À acheter de l'huile, du sucre, des vêtements pour les enfants, de l'essence, ou encore un ticket de bus. Pas même des médicaments pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux sans argent? La nouvelle loi nous contraint à respecter plein de réglementations. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Rien. En réalité, le système n'est pas du tout au point. 4000 tonnes de cannabis pourrissent dans les entrepôts. Seuls 100 kilos ont trouvé preneur. Les agriculteurs sont censés se joindre à la campagne de légalisation alors que les entreprises d'exportation ne trouvent pas d'acheteurs. Principalement parce que la plupart du cannabis qu'ils livrent ne répond pas aux normes élevées de l'industrie pharmaceutique européenne. Mohamed pense que la solution réside dans la collaboration. La coopérative vend nos produits en notre nom. Il en va de même pour tous les autres membres, ce qui signifie que nous ne sommes pas en concurrence. Nous nous entraidons et au bout du compte, nous nous partageons les bénéfices. C'est une sécurité pour chacun. On déteste le marché noir. On préférerait passer à la légalisation, ou du moins y réfléchir.
Et toi, qu'en penses-tu? La loi nous protège. Oui, la loi nous protège, du moins sur le papier. Mais attendre l'argent et ne pas pouvoir payer nos médicaments et nos besoins quotidiens, ça ne va pas. Le volet financier ne fonctionne pas. On n'a pas d'autres revenus, à part celui que nous rapportent nos plantes. Il faut qu'il modifie la loi en conséquence pour qu'on puisse s'en sortir au quotidien. Mais on veut quitter le marché noir. On veut cultiver légalement. N'oublie pas qu'on est encore en phase d'expérimentation. On commence à peine et tous les débuts sont difficiles, tu le sais bien. Après le petit déjeuner, il est temps de sélectionner les premières plantes à récolter. La résine protège la plante contre les rayons UV du soleil, les insectes et la sécheresse. Nous avons hérité la culture du cannabis de nos ancêtres. Je suis tombé dedans dès ma naissance. Je ne sais rien faire d'autre que m'occuper des plantes, des champs, des terres, de la récolte. Il n'y a rien de plus normal pour moi. Au départ, ce n'était pas un gros marché. Mais ça a assuré aux agriculteurs le nécessaire pour vivre. La Beldia, c'est ma vie depuis 70 ans. Le plus gros souci actuellement, c'est la sécheresse, le manque d'eau. Les récoltes diminuent d'année en année. Si ça continue, ça n'en vaudra plus la peine. Mais il n'existe pas vraiment d'autres solutions. Dans les montagnes du Rif, on manque de tout. Il n'y a pas d'école supérieure, d'alimentation en eau et en électricité suffisante, et surtout d'emploi dans l'industrie. Même si on souffre de la chaleur l'été, du froid l'hiver et du stress, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nos ancêtres ont essayé de cultiver des choses différentes, mais ça n'a pas marché. Tout ce qui pousse ici, c'est le cannabis. Ce n'est pas tout à fait vrai. Malgré un sol pauvre et un climat rude, d'autres fruits pourraient pousser dans les champs grâce aux techniques agricoles modernes. Cependant, le cannabis génère des revenus 10 fois plus importants. Ce qui me stresse beaucoup, c'est qu'on soit tellement dépendant de ce que donne la récolte. On a emprunté de l'argent et la crainte permanente de savoir si notre production suffira pour le rembourser me pèse énormément. J'en ai vraiment assez de cette vie. J'aimerais pouvoir en changer. Je voudrais bien avoir une maison en ville, une voiture, quelques jours de libre de temps en temps, comme les autres gens. Pouvoir sortir un peu de ce quotidien routinier. Mais pour ça, il faudrait qu'un miracle se produise. Ceux qui s'en mettent plein les poches, ce sont les intermédiaires. Ils font pression sur les prix en prétendant que le marché est saturé de cannabis. Ils entourloupent les petits agriculteurs et tirent doublement profit de la situation, sur notre dos et sur celui des acheteurs. Ce sont eux qui anéantissent les petits exploitants. Celle-ci n'est pas encore à maturité. Il lui faut quelques jours de plus. Elle est belle et saine, mais elle pourrait être encore mieux.
Elle n'a pas eu assez d'eau. Celle-là, c'est pareil. Elle n'est pas encore aussi mûre que les autres. Celle-ci, par contre, on peut la récolter. Si on la laisse plus longtemps, elle va mourir. En décidant d'enregistrer légalement la ferme sans l'accord de son fils, Mohamed a mis ce dernier devant le fait accompli. Les tensions entre les deux hommes affectent toute la famille. Mon père est au-dessus de moi. C'est le chef de famille. Tant qu'il est en vie, je ne peux pas disposer des terres. C'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est lui le propriétaire, le seul qui a son mot à dire. Ça a des conséquences pour mon avenir. Si je reste à la maison et que mon père vit longtemps, jusqu'à 80 ou 90 ans, et que je suis en dessous de lui tout ce temps, dans son système, alors je dois trouver une solution. Et la seule solution pour les Marocains comme moi, c'est d'aller en Europe. Aucun compromis n'est possible. Une fois enregistré en tant que producteur légal, il est interdit de vendre du cannabis illégalement, sous peine de se faire attraper immédiatement. Le problème, c'est que nous vivons dans un pays musulman. Il est impossible pour un homme d'être au-dessus de son père tant que celui-ci est en vie. Je ne peux pas accepter que mon fils fasse quelque chose de mal. Quand Nabil s'en va, je ne vais pas contrôler s'il fait des transactions au marché noir ou légalement. C'est son affaire. Je l'ai élevé, je suis le chef de famille et maintenant il veut prendre ma place. Ça, je ne l'accepte pas. Fin de la discussion. Le Rif est aujourd'hui une région pauvre mais qui ne perd pas espoir. La légalisation devait apporter plus de justice, créer des opportunités nouvelles et des revenus légaux. Mais nombre de ceux qui se sont pliés aux règles sont échaudés. Mohamed essaye de trouver une solution pour pallier la sécheresse de ces dernières années. Il a fait creuser une grande fosse à crédit, un investissement audacieux. J'espérais tomber sur une nappe phréatique, mais rien. Maintenant, la seule chose sur laquelle je puisse compter, ce sont les pluies hivernales et un peu de neige parfois. Mais ce petit bassin ne sera jamais plein. J'espère arriver à recouvrir les parois avec du plastique avant l'arrivée de la saison froide. Ça coûte un paquet d'argent, mais ce n'est pas grave. C'est un investissement à long terme. Il devrait être amorti au plus tard dans 10 ans. Je voudrais régler le problème de la pénurie d'eau une fois pour toutes. Allah dit que l'eau est source de toute vie. Je prie Dieu que grâce à ce petit bassin, je n'ai plus à m'inquiéter du manque d'eau pour mes champs.
À Issagen, la légalisation semble se heurter à une forte résistance. Les agriculteurs qui s'expriment en sa faveur dans les médias subissent des pressions. Chaque semaine, Nabil le constate sur le marché hebdomadaire du jeudi. Quand j'invite chez moi des étrangers venus d'Europe ou d'ailleurs, la police rend visite à mon voisin pour semer la méfiance et la jalousie. La police lui raconte que je vais m'enrichir et faire de bonnes affaires grâce aux Européens, alors que lui va rester pauvre. Elle le menace et le manipule. Elle l'oblige à lui rapporter tous mes faits et gestes. Un policier donne son numéro de téléphone à tous les voisins et les incite à la délation. Si je me rends dans un café avec mon hôte, il me fait filer par un enquêteur qui va s'asseoir à la table d'à côté pour mes pieds. L'interdiction du cannabis vise officiellement à lutter contre la toxicomanie, mais aussi elle arrange bien les autorités. Les agriculteurs qui font profil bas et ne causent aucun trouble sont généralement autorisés à continuer à le cultiver. Mais quiconque résiste ou gêne risque d'être poursuivi à tout moment pour culture illégale. L'interdiction est devenue un instrument de harcèlement ciblé, de chantage et d'intimidation, et ce, dans une région traditionnellement considérée comme rebelle et défiante à l'égard de l'État. Cette paranoïa s'est répandue dans tout le nord, surtout dans les montagnes du Rif. Les autorités et les cheikhs, les dirigeants locaux, nous oppriment. Et la misère nous paralyse. La région est comme une dictature militaire. Si vous essayez de gravir l'échelle sociale, vous rencontrez des problèmes. Vous vous faites dénoncer par un rival, il soudoie la police et invente une histoire pour vous envoyer derrière les barreaux. Voilà comment les riches se débarrassent de la concurrence. Cette peur permanente engendre une culture de la prudence. Les gens n'osent pas parler ouvertement. Ils ne font confiance à personne. Les liens d'autrefois se sont évanouis, y compris les liens familiaux. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Mohamed a pris une décision courageuse en légalisant son exploitation. Il prend les difficultés à bras-le-corps. Mohamed passe ses soirées dans son café favori, entouré d'amis en qui il a confiance et qui, comme lui, ont vu la communauté se déliter. À mon époque, on se serrait les coudes. Quand un collègue était en difficulté, on l'aidait. S'il manquait d'argent pour acheter des médicaments, par exemple, ou si sa famille avait besoin d'un soutien financier à la suite d'un décès, on réglait tous les problèmes entre nous. Ces dernières années, la méfiance s'est profondément enracinée et l'arrivée des nouvelles graines a aussi contribué à nous mettre en concurrence. Chacun estime qu'il n'a pas assez. Tous veulent se développer et reprendre les terres des autres par la force, l'argent et de bonnes relations avec les autorités. Voilà notre problème actuellement. On ne peut attendre aucune aide des autorités. Elles détournent le regard des zones défavorisées. Je suis tellement fatigué d'être dans l'illégalité, de constamment devoir fuir ou d'avoir peur qu'un voisin, voire même un membre de ma propre famille, raconte des salades sur moi dans mon dos.
Tout le monde parle de fumer des joints et du bon vieux temps. Mais tout ça, c'est du passé. Pour marquer la fin de notre tournage, nous organisons une fête, commandons à manger et engageons un orchestre. Mais hormis entre les enfants, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Les problèmes et les conflits, les désaccords familiaux et l'injustice pèsent sur la population. Une société qui vit depuis des décennies dans la peur et sans identité commune se délite. Pour les plus jeunes qui n'ont jamais rien connu d'autre, la corruption et la désocialisation font partie de la normalité. La légalisation pourrait y remédier, mais le chemin pour y parvenir est encore long.